Alors que j'effectuais un service de 12 heures à l'hôpital pédiatrique, ma sœur a giflé ma fille de 7 ans et l'a mise à la porte en pleine nuit. Ma fille a passé Noël sur le perron devant une porte close. Nous avions toutes décidé qu'elle devait partir. Ma mère a dit, je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effilocher. Ça devait être un Noël normal. 12 heures supplémentaires, trop de café, le mélange habituel de paillettes et de microbes. Je fonctionnais à l'instinct et sous les lumières de l'hôpital lorsque mon service a finalement pris fin. La seule chose qui me tenait debout était l'image dans ma tête, conduire jusqu'à la maison de mes parents, voir ma fille, Léa, à table, le dessert encore dans son assiette, le bruit du papier cadeau qui se déchire, le chaos familial, mais du genre que je pouvais laisser derrière moi à la fin de la nuit. Le parking était à moitié gelé quand j'ai quitté l'hôpital. Je me suis dit que j'avais survécu à la partie la plus difficile de la journée. Je n'avais aucune idée. Au moment où j'ai atteint leur rue, la neige avait recommencé à tomber. La maison brillait à travers la tempête. Trop parfaite, trop silencieuse. Je suis entrée, m'attendant au bruit, au câlin, à l'odeur des restes. Au lieu de cela, j'ai eu droit à un décor de théâtre. La table était débarrassée, les verres à moitié pleins, ma mère empilait les assiettes comme une serveuse en fin de service. Ma sœur, Solène, était appuyée sur le comptoir, son téléphone à la main. Où est Léa, ai-je demandé. Elles ont échangé ce regard. Une demi-seconde, pleine de sens. Oh, a dit Solène. Elle est rentrée. J'ai cligné des yeux. Rentrée? Ma mère n'a pas levé les yeux. Nous avons toutes décidé qu'elle devait partir. Elle avait besoin d'une leçon. Un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Puis les mots m'ont frappé, froid et dur. Vous l'avez renvoyée seule. Elle connaît le chemin, Solène a dit, ce n'est pas loin. Il fait nuit. J'ai dit, elle a 7 ans. Elle ira bien. Le ton de ma mère suggérait que j'étais le problème, pas le temps. Quelque chose en moi est devenu léger. La partie de mon cerveau qui discutait autrefois s'est éteinte. La partie qui conduit à continuer. La voiture semblait trop petite pour la quantité de panique qu'elle contenait. Chaque lampadaire se ressemblait. À mi-chemin, j'ai essayé de négocier avec la réalité. Peut-être qu'elles exagéraient. Peut-être que quelqu'un l'avait raccompagnée. Peut-être qu'elle était déjà à l'intérieur, endormie sur le canapé, et que je réagissais de manière excessive. Mais quand j'ai tourné au coin de la rue, l'immeuble était sombre. Et elle était là. Léa se tenait près de la porte, petite et immobile, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Quand elle m'a vue, elle n'a pas couru. Elle a juste murmuré, « Tu étais au travail. » Je suis sortie avant que la voiture ne s'arrête complètement. « Tu es en sécurité maintenant, » ai-je dit, bien que je ne sois pas sur laquelle de nous deux avait besoin de l'entendre. À l'intérieur, je l'ai enveloppée dans une couverture. Ses doigts étaient roses et raides. « Dis-moi ce qui s'est passé. » Sa voix était minuscule. Tante Solène a dit que j'étais méchante. Tout le monde était fâché. Ils m'ont dit de rentrer à la maison. Pourquoi? Elle a hésité. Parce que je ne voulais pas laisser Thomas jouer avec mon nouveau jouet. Il casse tout. Une pause. Ils ont dit que je ne faisais pas partie de la famille si je ne pouvais pas partager. J'ai pleuré et ils m'ont dit de partir. C'était suffisant. J'ai écarté ses cheveux. Une légère marque assombrissait sa joue. Tu n'as rien fait de mal, ai-je dit. Elle a hoché la tête mais n'y a pas cru. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. De quoi? D'avoir gâché Noël. Cela m'a presque brisé. Tu n'as rien gâché du tout. C'est eux. Elle s'est endormie en quelques minutes, tenant toujours le bord de la couverture comme si elle pouvait disparaître. Je me suis assise là, dans le silence, le bourdonnement du chauffage étant le seul son. Chaque conversation de cette maison se rejouait dans ma tête jusqu'à ce que les mots perdent leur forme. Puis j'ai pris mon téléphone. Solène a répondu au deuxième appel, la voix douce comme du vin. Salut, tu l'as trouvé. Que s'est-il passé exactement ce soir? Un soupir. Elle était incontrôlable. Je l'ai disciplinée.
Elle s'en remettra. Disciplinée? Ne commence pas, Carole. Tu gâtes cet enfant. Elle gâchait le dîner. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle le remplisse. Tu fais cette tête, a-t-elle dit, celle qui juge. J'ai mis fin à l'appel. Plus tard, je suis allée revoir Léa. Elle était chaude maintenant, les joues douces, la respiration régulière. La légère ombre sur son visage a capté la lumière de la lampe, et quelque chose en moi s'est figé. Elles ont appelé cela de la discipline. Elles ont appelé cela de l'amour. Quoi que ce fût, cela se terminait ce soir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mais pendant qu'elles dormaient, imbibées de vin et de leur propre rectitude, j'ai commencé à faire des plans. 3 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effilocher. Les gens ne deviennent pas cruels du jour au lendemain. J'aurais dû le savoir. J'ai grandi avec ça. Je pensais que ma famille était simplement stricte. C'est ce que maman appelait ça chaque fois que quelqu'un pleurait à table. Stricte, pas méchante. Discipline, pas colère. Elle avait un don pour reconditionner la douleur. Si nous laissions tomber quelque chose, strict. Si nous oublions quelque chose, strict. Si nous respirions mal, strict. Papa ne disait pas grand-chose. Il s'asseyait dans son fauteuil à lire des articles sur le rugby ou à faire semblant. Maman s'occupait de l'éducation. Elle disait qu'un bon parent fait en sorte que ses enfants le respectent. La peur ressemblait juste beaucoup au respect dans notre maison. Quand j'étais petite, ce n'était pas seulement moi. Solène l'a aussi eu jusqu'à ce qu'elle comprenne le système. Un jour, elle a réalisé que si elle souriait bien, disait oui, madame au bon moment, la foudre passait. Après cela, c'est surtout moi qui me faisais frapper. Au collège, je pouvais lire les pas de maman comme d'autres enfants lisaient des histoires du soir. Les petits pas signifiaient des sermons. Les longs signifiaient courir. Solène a appris à s'en servir comme d'une arme. Si quelque chose cassait, elle pleurait la première. Si quelque chose se renversait, elle murmurait mon nom comme une prière. Je restais là pendant que maman louait sa bonne fille, pour être honnête, puis me punissait quand même. Je me souviens d'une fois où une brosse à cheveux a volé à travers la pièce, celle de Solène techniquement, mais de ma faute parce que je l'avais provoquée. J'ai essayé de riposter une fois, j'ai dit à maman que ce n'était pas juste. Le lendemain, j'ai été punie pour avoir parlé comme une enfant ingrate. C'est là que j'ai arrêté de discuter. On ne peut pas gagner un débat qui a déjà un verdict. J'ai passé le reste de mon enfance à chercher des issues. Les livres ont été la première. La science a été la seconde. J'aimais qu'en science, la cause et l'effet aient réellement un sens. Quand les autres enfants voulaient être chanteurs ou astronautes, je voulais être médecin, spécifiquement pédiatre. Je rafistolais des poupées et faisais la leçon à des patients invisibles sur le lavage des mains. La première fois que j'ai dit à ma famille, ils ont tellement ri que mon père s'est étouffé avec son café. Maman a dit, ma chérie, tu t'évanouirais à la vue du sang. Solène a dit, tu n'es pas vraiment faite pour la fac de médecine, Carole. J'avais 12 ans, alors j'ai fait ce que les enfants rancuniers font. J'ai étudié comme si la vengeance était une matière académique. Chaque bonne note ramenée à la maison était un argument qu'ils ne pouvaient pas crier. Ils n'ont jamais dit, je suis fière de toi. Mais maman a commencé à dire des choses comme, eh bien, étudier la tient à l'écart des problèmes. J'ai pris cela comme un progrès. Quand je suis entrée en fac de médecine, papa a dit, voyons si tu y arrives. Quand j'ai obtenu mon diplôme, il a dit, tu as manqué la fête prénatale de ta sœur. Rien de ce que je faisais n'apportait la paix, seulement des critiques plus silencieuses. Je me suis mariée jeune, trop jeune. Peut-être ai-je confondu l'absence de cris avec l'amour. Cela n'a pas duré. Il est parti quand Léa avait 5 ans. Il a dit qu'il n'était pas fait pour le stress constant. Mère célibataire, médecin à temps plein, une combinaison amusante. Mais j'ai géré. J'étais douée pour gérer. Douée pour maintenir ensemble les choses qui voulaient se briser. Maman a dit, peut-être que si tu n'avais pas été si têtue, il serait resté. Solène a dit, eh bien, au moins tu auras plus de temps pour tes patients. Ils ne changent jamais.
Ils ne font que mettre à jour les insultes. Pourtant, je continuais à appeler pour les fêtes, les anniversaires, les pièges à culpabilité habituels. Je me disais que la famille, c'est la famille. Et peut-être voulais-je que Léa connaisse la sienne. Quand ma carrière a commencé à porter ses fruits, la culpabilité est devenue financière. Les enfants de Solène, Thomas et Chloé, participaient à toutes les activités chères imaginables. Ils jouaient dans une académie de football privée. Elle prenait des cours de danse classique avec une ancienne danseuse étoile qui facturait comme si elle était toujours sur scène. Solène ne pouvait se permettre ni l'un ni l'autre. Je pouvais, alors je payais chaque mois discrètement. Aucun remerciement attendu. Puis il y a eu maman. Son traitement pour les douleurs articulaires impliquait des palmiers, de l'eau minérale et des gens appelés Sven. C'était un séjour bien-être, ce qui est le langage des riches pour des vacances avec des arrêts maladie. Je me suis dit qu'elle le méritait. Elle disait à tout le monde que sa fille médecin insistait. Parfois, je me surprenais à calculer combien d'heures je devais travailler pour financer leur confort. Puis je me sentais mesquine et j'arrêtais. C'est ça, grandir dans une famille comme la mienne. On finit par penser que la générosité est le loyer qu'on paie pour exister. Au moment où Léa a eu 7 ans, la famille de Solène vivait pratiquement de mes virements directs. Mais je me disais que ça allait. Ça maintenait la paix. Ça les gardait gentils avec Léa. Il l'invitait, m'envoyait des photos d'elle faisant de la pâtisserie avec Chloé, jouant avec Thomas, souriant comme si elle était à sa place. Je regardais ces photos entre deux patients, et je pensais, peut-être que c'est différent maintenant. Spoiler, ce n'était pas le cas. La vérité est que je voulais qu'elle ait la famille que je n'ai jamais eue. Une grand-mère qui l'applaudirait. Une tante qui l'appellerait douce au lieu de gâtée. Des cousins qui la traiteraient comme l'une des leurs. Je n'ai pas réalisé que je l'envoyais dans la même tempête, juste avec des décorations plus jolies. Le lendemain matin, la maison sentait le café et la détermination. Léa était assise à table en pyjama, traçant des cercles sur la tasse que je lui avais donnée. La marque sur sa joue avait pâli pendant la nuit, mais le regard dans ses yeux n'avait pas changé. Elle était calme, prudente. Les enfants apprennent vite le silence quand le monde le leur enseigne bruyamment. Et, ai-je dit, en me servant une autre tasse. Tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui ? Elle a secoué la tête. Nous allons parler à quelqu'un de ce qui s'est passé. Ses yeux s'écarquillèrent. Comme qui ? La police. Elle se figea. Est-ce que j'ai des problèmes ? Non, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Nous faisons ça parce que les gens devraient répondre de leurs actes. J'ai essayé de paraître légère, décontractée, comme si je parlais de rendez-vous chez le dentiste et non de traumatisme. De plus, ai-je ajouté, tu vas voir à quoi ressemblent de vrais adultes quand ils écoutent vraiment. Elle a eu un petit rire. C'était la première victoire de la journée. Le commissariat était presque vide. Lendemain de fête. Les lumières fluorescentes bourdonnaient. L'air sentait le vieux papier et le café brûlé. Un jeune agent a levé les yeux quand nous sommes entrés. « Je peux vous aider ?» Je me suis présentée, j'ai expliqué ce qui s'était passé. J'ai gardé ma voix égale, factuelle, comme si je présentais un cas. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais un dossier. Il a hoché la tête, tapant rapidement. « Qui est la personne qui l'a frappé ?»« Ma sœur. » Il a cligné des yeux. « Votre sœur ?» Oui, ai-je dit. C'est une affaire de famille. Il a hésité, puis a regardé Léa. Tu es très courageuse de venir, ma puce. Les épaules de Léa se sont raidies à ma puce, mais elle a hoché la tête. Progrès. Il lui a posé quelques questions douces. Où cela s'était-il passé ? Qui était là ? Qu'est-ce qui a été dit ? Elle a répondu à chacune d'elles calmement mais clairement. Je me suis assise à côté d'elle, sans remplir les silences. Quand ce fut terminé, il a dit qu'il ferait un rapport, l'ajouterait au système et ferait peut-être un suivi. Je l'ai remercié, même si nous savions toutes les deux que peut-être signifiait peut-être jamais. Mais ce n'était pas le but. Le but était le regard sur le visage de Léa quand nous sommes sortis. Elle se tenait plus droite. Sa respiration était régulière.
Dehors, elle a dit, tu n'étais pas du tout fâché contre moi. Pourquoi serais-je fâché? Parce que je t'ai fait y aller. J'ai secoué la tête. Tu ne m'as pas fait y aller. Je voulais le faire. Tu mérites de savoir que quand quelqu'un te fait du mal, il y a un moyen de le dire à voix haute. Elle y a réfléchi. Alors, ils ont des problèmes maintenant? Éventuellement, ai-je dit. Les problèmes ont un moteur lent, mais ils finissent toujours par arriver. Cette nuit-là, après qu'elle soit allée se coucher, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai ouvert mon application bancaire. Les chiffres clignotaient devant moi. Virement, paiement, dont déguisé en loyauté familiale. Mon curseur a plané sur le premier, le paiement automatique de Solène à l'académie de football. J'ai cliqué sur annuler. Le suivant était l'école de danse de Chloé. Annulé. Puis le traitement bien-être mensuel de ma mère, aussi connu sous le nom de cocktail avec un peu d'eau thermale. Annulé. Chaque clic me donnait l'impression de retrouver de l'oxygène. Pour la première fois depuis des années, l'argent de mon compte m'appartenait vraiment. Ce n'était pas de la vengeance. Pas vraiment. C'était de la comptabilité. Émotionnelle et financière. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné. Solène. J'ai failli ne pas décrocher. Presque. Mais la curiosité a gagné. Salut, a-t-elle dit, faisant semblant de ne pas avoir l'air paniqué. Le paiement pour le programme de Thomas n'est pas passé. Tu peux vérifier ta banque? J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. Pas besoin. Je l'ai annulé. Tu as quoi? Je ne paie plus pour toi. Tu ne peux pas faire ça. Ils vont le virer de l'équipe. Alors paie-le toi-même. Carole, c'est ridicule. Tu fais souffrir un enfant parce que tu es fâché contre moi. Tu as raison, ai-je dit. Je suis fâché contre toi. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté de payer. J'ai juste enfin appris à ne pas donner mes affaires aux gens qui frappent mon enfant. Tu apprends à Léa à être égoïste, a-t-elle claqué. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que je lui apprends que non, c'est non. Il y eut un silence. Puis elle a raccroché. Progrès deuxième partie. Le lendemain, ce fut ma mère. Elle n'a pas perdu de temps avec un bonjour. C'est quoi ces bêtises avec tes annulations de paiement? Sais-tu à quel point c'est humiliant pour ta sœur? Je suis sûre qu'elle s'en remettra. C'est ta famille. J'ai remarqué. Et moi, a-t-elle demandé, la voix montant. Et mes traitements? Je me suis appuyée sur ma chaise. Ce n'est pas un traitement, maman. C'est des vacances. Si tu veux bronzer, paie-le toi-même. Carole, a-t-elle sifflé. Comment oses-tu me parler comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu veux dire m'avoir élevé? Oui. J'ai souri à moi-même. Peut-être que c'est ça le problème. Il y a eu un son comme de la rage statique qui respirait à travers le téléphone. Puis, enfant ingrate. Tu le regretteras. Clic, je n'ai pas regretté. Le soir, mon téléphone ressemblait à une scène de crime. 27 appels manqués, 14 messages vocaux, tous étiquetés « famille ». Je les ai tous ignorés. Léa a jeté un coup d'œil dans la pièce, tenant un dessin. 2 bonshommes allumettes, un plus grand, un plus petit, tous 2 souriants. Est-ce que je peux le mettre sur le frigo, a-t-elle demandé. Bien sûr. Elle a hésité. Maman, est-ce que tu as des problèmes pour être allée voir la police? Non, ai-je dit. Je pense que ce sont eux qui en ont. Elle a souri, petit mais réel, et a scotché le dessin. L'appartement semblait plus léger, comme si quelqu'un avait éteint un bruit constant que je n'avais pas remarqué auparavant. Je pensais autrefois que le silence signifiait le rejet. Maintenant, cela ressemblait beaucoup à la paix. Pendant des années, j'avais payé pour le calme. Il s'est avéré que le silence était gratuit. Le calme est venu en premier. Pas d'appel téléphonique, pas de message, pas de culpabilité déguisée en urgence familiale. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillée et je ne devais rien à personne. Je pensais que c'était fini. Mais j'avais tort. Le pire était encore à venir.
Léa et moi avons mangé des crêpes au dîner cette semaine-là juste parce que nous le pouvions. Je l'ai laissé les noyer dans le sirop et les regarder rire à travers le sucre. Pour la première fois depuis des années, j'ai pensé, chaque euro que je gagne nous est destiné. Le silence, il s'est avéré, pouvait ressembler à la liberté. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. L'enveloppe était dans ma boîte aux lettres 3 jours plus tard. Grande, officielle, le genre de beige qui signifie mauvaise nouvelle. Conseil de l'ordre des médecins. Je l'ai portée à l'étage comme si elle était une bombe à retardement. À l'intérieur, une plainte. Des mots qui ne m'appartenaient pas se sont tordus en de nouvelles formes. Abus, instabilité, inaptitude à travailler avec des enfants. Et en bas, des signatures, ma mère, Solène. Un instant, j'ai juste regardé. Puis j'ai ri. Un de ces rires minces, à travers les dents, qui ressemblent à des pleurs avec une meilleure posture. Elles n'étaient pas venues seulement pour moi. Elles étaient venues pour la seule chose que j'avais construite et qu'elles ne pouvaient pas toucher. Elles avaient passé mon enfance à dire que je ne serais jamais médecin. Maintenant, elles essayaient de faire en sorte que cela devienne vrai. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai géré cela calmement. Au lieu de cela, je me suis assise sur le canapé, la lettre sur mes genoux, et j'ai compté les battements de mon cœur jusqu'à ce qu'ils cessent de ressembler à des coups de feu. Léa est entrée, tenant son carnet de croquis. « Maman, pourquoi tu as l'air bizarre ? » « Parce que ta grand-mère et ta tante viennent de m'accuser d'être un danger pour les enfants. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais tu es un médecin pour enfants. » « Exactement. » Elle fronça les sourcils, réfléchissant intensément, comme elle le fait quand elle décide si quelque chose est juste. « Est-ce qu'elles vont gagner ? » Je lui ai souri. « Non, mais elles vont essayer. » J'ai appelé mon avocat, Maître Dubois, cette nuit-là. Il avait déjà traité des affaires comme celle-ci et semblait trop calme à mon goût. « Ces choses arrivent, a-t-il dit. Le Conseil de l'ordre examinera le dossier. Nous répondrons avec des preuves. » Des preuves ? Tout ce qui prouve un mobile ou la fausseté des accusations ? Vous avez ce rapport de police de Noël, n'est-ce pas ? Oh, j'ai toute une collection, ai-je dit. Rapport de police, relevé bancaire, message, et suffisamment d'histoire pour remplir un documentaire. Il a gloussé. Alors tout va bien. C'est un processus. Lent, mais bon. Lent. Le mot que je détestais le plus. Pendant les jours suivants, j'ai vécu dans la paperasse. J'ai copié le rapport de police de Noël, joint la preuve de chaque virement que je leur avais jamais fait, mis en évidence le jour où j'avais arrêté de payer. J'ai pris des captures d'écran de messages. Solène me remerciant pour l'argent des cours. Maman envoyant des photos de stations balnéaires légendées, vos traitements fonctionnent. Puis j'ai écrit ma déclaration. Ces allégations ont été faites par des membres de ma famille que j'ai signalés pour mauvais traitement envers mon enfant et auxquels j'ai récemment retiré mon soutien financier. Je l'ai lu 2 fois. C'était simple, clair, impossible à mal interpréter. Exactement ce qu'elle ne pouvait pas supporter chez moi. L'enquête a traîné en longueur. Des emails du Conseil de l'ordre, des appels téléphoniques de Maître Dubois. Chacun commençait par « malheureusement » et se terminait par « veuillez être patient ». Pendant ce temps, ma famille a commencé à répandre des rumeurs. Solène a posté sur Facebook des accusations mensongères détruisant de bonnes familles. Maman a laissé des commentaires énigmatiques sur des filles ingrates qui oubliaient d'où elles venaient. Des proches à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée ont soudain voulu entendre ma version. Même au travail, des chuchotements flottaient dans le couloir. Quelqu'un m'a demandé discrètement si j'allais bien. J'ai souri. Jamais mieux. Je suis juste la star d'un drame familial. Personne n'a demandé. Les ressources humaines m'ont appelé une fois seulement pour préciser qu'ils avaient vu les publications, mais qu'ils faisaient confiance à mon dossier et que le Conseil de l'ordre s'en occuperait formellement. Je suis sortie en tremblant quand même. La rage a une façon de se déguiser en tremblement. Cette nuit-là, j'ai rédigé un message public. Pas de drame, pas de majuscule. Pour clarification, une plainte a été déposée contre moi par 2 proches qui ont récemment fait l'objet d'un rapport de police et qui ne reçoivent plus de soutien financier de ma part.
L'affaire est en cours d'examen par le Conseil de l'Ordre des médecins. J'ai une confiance totale dans le résultat. Puis je me suis déconnectée. En quelques heures, les gens ont commencé à commenter. D'anciens collègues, des parents de mes patients, même des voisins. Des messages comme « Nous savons qui vous êtes ». Ils mentent. Pour la première fois, leur silence n'était plus apporté par moi seul. Les semaines passèrent. Un matin, Maître Dubois a appelé pendant que je préparais le déjeuner de Léa. Ils ont rendu leur décision, a-t-il dit. J'ai arrêté de couper ma pomme et il s'est éclairci la gorge comme le font les avocats avant. Une bonne nouvelle. Dossier classé. Manque de preuves. Le Conseil de l'Ordre ne donnera pas suite. J'ai expiré pour la première fois depuis un mois. C'est tout. C'est tout. Nous enverrons un avertissement de diffamation juste pour que ce soit officiel. Elles ne voudront pas risquer une autre plainte maintenant. Bien, ai-je dit, parce que je n'ai plus de proches à bloquer. Il a ri. Félicitations. J'ai raccroché et je suis resté là une seconde, un couteau dans une main, une pomme dans l'autre. Puis j'ai commencé à rire. Un vrai rire cette fois. Assez fort pour que Léa jette un coup d'œil au coin de la pièce. Qu'est-ce qui est drôle, a-t-elle demandé. La justice, ai-je dit. Elle est enfin arrivée. Elle a souri, fière comme si elle l'avait invoquée elle-même. 6 mois plus tard, la justice a enfin rattrapé son retard. Cela a pris du temps. La police avance au ralenti quand il s'agit d'affaires familiales, mais ils y sont arrivés. Solène a été condamnée pour coups et blessures volontaires et mise en danger d'un enfant. Peine, 180 heures de travaux d'intérêt général, une amende de 2 500 € et des cours obligatoires de gestion de la colère. Ma mère a été inculpée de mise en danger imprudente et de négligence. Elle a eu 120 heures de travaux d'intérêt général et une amende de 1 000 €. Le juge leur a dit, « Vous avez de la chance que l'enfant soit encore en vie ». Lorsque le journal local a couvert l'affaire, ils ont utilisé des initiales au lieu des noms. Tout le monde savait quand même. Je suis resté sans contact, mais les nouvelles voyagent sans permission. Quelqu'un m'a envoyé un texto avec une photo de Solène au centre communautaire triant des vêtements donnés dans un gilet fluorescent qui disait « bénévole ». Elle avait l'air d'avoir avalé un citron. Sa vie sociale s'est évaporée plus vite que son tempérament. Les mères qui brinchaient avec elle ont déserté le groupe de discussion. Même ses enfants ont entendu les chuchotements à la sortie de l'école. La chute de ma mère a été plus silencieuse mais plus aiguë. Son séjour bien-être a cessé. Plus de semaines au spani de traitement au bord de la mer. Ses amis, ceux qui la taguaient dans chaque photo de plage, sont soudainement devenus occupés. Sans mon aide financière, elle et papa ont commencé à parler de vendre la maison et de « simplifier ». Traduction, ruiné. Je ne vais pas mentir, c'était satisfaisant, pas de la vengeance, juste de la symétrie. Le monde de Léa, pendant ce temps, s'est agrandi. Elle rit plus, dort mieux et sait que quand quelqu'un franchit une limite, on ne fait pas semblant que ça va. Nous sommes toujours en rupture totale de contact. Et la paix, il s'avère, est bruyante quand on ne l'a jamais entendue auparavant. Alors, qu'en pensez-vous ? Suis-je allé trop loin ou pas assez ? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de contenu. J'ai appris que grandir dans le silence peut vous faire croire que le monde est un endroit où l'on doit toujours crier pour être entendu, ou pire, ne pas être entendu du tout. Mais maintenant, le silence dans notre appartement est différent. C'est un silence choisi, rempli des rires de Léa, du bruit des pages de ses livres, du son de mes propres pensées qui ne sont plus étouffées par le chaos des attentes des autres. C'est un silence qui nous appartient. Mon travail à l'hôpital continue, plus serein. Je vois les petits patients avec la même attention, la même détermination. Mais quelque chose a changé en moi. Je ne me sens plus obligée de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Chaque diagnostic, chaque soin apporté est un acte de professionnalisme, pas une revanche silencieuse. J'ai aussi commencé à donner de mon temps dans une association qui aide les enfants victimes de maltraitance. C'est ma façon de transformer la douleur en un écho qui résonne pour d'autres, une façon de m'assurer que les silences forcés de l'enfance ne se transforment pas en cris inaudibles. Léa, elle, s'épanouit. Elle a trouvé de nouvelles amies à l'école,
des enfants qui partagent ses passions pour les dessins animés et les jeux de société. Je la regarde peindre, rire, poser des questions sur le monde avec une curiosité inépuisable, et je sais que la paix que nous avons construite ensemble est le plus beau des cadeaux. Elle sait maintenant qu'une famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour, le respect et la capacité à écouter vraiment. Un jour, alors que nous nous promenions au jardin du Luxembourg, Léa a vu une famille en train de pique-niquer, riant bruyamment. Elle m'a serré la main et m'a dit « Maman, nous sommes une famille, nous aussi, n'est-ce pas ?» Je l'ai regardée, son petit visage serein sous le soleil parisien, et j'ai senti un bonheur immense. « Oui, ma chérie, lui ai-je répondu, nous sommes une famille. Et nous sommes très bien toutes les deux. » Elle a souri et a continué à courir, me laissant derrière elle avec le sentiment que, enfin, tout était exactement comme il devait être. L'histoire de ma famille est peut-être celle d'un déchirement, mais c'est aussi celle d'une reconstruction. C'est l'histoire de la façon dont une petite fille et sa mère ont trouvé leur voie, leur force et leur paix dans le silence. Et c'est la preuve que parfois, pour avancer, il faut savoir couper les ponts et choisir sa propre définition du bonheur. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? La vie, après tout, n'est qu'une série de choix, et chaque choix a ses conséquences. Pour moi, le choix a été la liberté.